Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella. Évidemment, l'attaché parlementaire. Vous entendez beaucoup parler ces derniers temps dans les médias, mais de quoi s'agit-il au juste ? Alors, nous avons fait le choix de vous donner une première définition. Il s'agit d'une chanson de Miossec. En quelques mots, faire un tas de cendres. Et du plus lâche, du plus servile, du plus mauvais, j'en ferai mon assistant et peut-être mon gendre. Pour l'instant, je taille des rêves. Pour l'instant, j'arrondis les angles. Alors, on aime bien Miossec pendant le 20h, chanteur génial, mais évidemment, il est peut-être préférable et certainement mieux de demander à une personne qui exerce réellement le job. Nous sommes au téléphone avec Julia Sérène. Bonsoir Julia. Bonsoir. Merci d'être avec nous au téléphone. Vous êtes l'assistante parlementaire de Laurent Marcangeli, du député maire d'Ajaccio. Vous avez bien votre badge à l'Assemblée nationale et vous avez bien une adresse mail sur l'Assemblée nationale. Alors, j'ai bien un badge parce que je travaille au Palais Bourbon. Cela dit, il y a uniquement un assistant sur 3 qui en possède et en revanche, je n'ai pas d'adresse mail comme cela se fait pour 80% de mes collaborateurs. Donc vous voyez que ce ne sont pas des critères. Ok, vous allez nous en donner quelques-uns des critères. En fait, on veut faire œuvre un petit peu de pédagogie au-delà de tout ce qui se passe autour du Penelope Gate. C'est ainsi qu'il est nommé dans les médias ce dossier de Pénélope, l'épouse de François Fillon, votre candidat. Quel est votre rôle auprès de votre député, justement ? Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que lorsqu'on parle des collaborateurs parlementaires, derrière ce terme générique, en fait, il y a une pluralité de situations et de missions. Mais en gros, vous avez 3 tâches essentielles pour un collaborateur parlementaire. Vous avez tout ce qui est organisation de la vie quotidienne de l'élu, c'est-à-dire la gestion de l'agenda, la réponse au courrier, au téléphone, l'organisation de réunions, etc. Ensuite, vous avez une partie qui est directement liée en fait à son travail de législateur. Donc ça va être plutôt la rédaction d'amendements, de propositions de loi, de la veille législative, ce genre de choses. Et puis ensuite, vous avez globalement une 3e partie qui est relative à la communication. Et donc, vous avez un certain nombre d'assistants qui sont amenés à gérer les comptes Twitter, Facebook, les sites Internet, globalement les réseaux sociaux pour les élus. Voilà, en gros, vous avez un mix de ces 3 missions selon les collaborateurs qui est effectué. Voilà. C'est un travail au quotidien avec votre député. Exactement, et qui peut être très variable d'un jour à l'autre, tant au niveau des horaires que de la nature du travail réalisé. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de vraiment le cadrer et le définir concrètement. Mais c'est bien d'avoir la définition concrète d'une praticienne, d'une attachée parlementaire. Votre regard, allez, on va terminer sur cela, votre regard sur le Penelope Gate, justement. Bon, moi je suis un peu déçue et désolée que ce scandale en fait donne une image assez négative de notre profession et de la classe politique en général. Après, pour l'histoire vraiment particulière de Madame et de Monsieur Fillon, j'ai pas vocation à me prononcer sur une affaire dont la justice déterminera la suite. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Merci beaucoup Julia d'avoir accepté notre invitation téléphonique. Ça a permis d'évoquer votre job qui est méconnu du grand public. C'est vrai. Bon, alors ça aurait peut-être le mérite de cette affaire, c'est de mettre la lumière sur ce job, même si c'était pas de la manière la plus positive possible. Voilà, mais on essaye de rétablir la vérité. Merci beaucoup Julia. Je vous en prie, merci à vous. Les titres de votre 20h. Existe-t-il un effet Emmanuel Macron en Corse ? C'est le sujet de votre 20h avec le journaliste Sébastien Pisane et l'historien Paul Tourki-Dorian, écrivain, scénariste, Jean-Claude Roliano est l'invité événement de votre 20h. Bonsoir mon cher Jean-Claude. Bonsoir Philippe. Bienvenue sur le plateau de Pendant le 20h.
Vous publiez avec Michel Espinosa la saga en bande dessinée, cette histoire qui a fait la Corse aux éditions du Cygne. Il y avait pour vous le désir de travailler sur la mémoire insulaire comme socle commun. Oui, la mémoire, elle n'est pas loin de ce travail. Mais pour ce qui est de la BD, je dois dire que je ne peux pas dire plutôt que je suis tombé dedans quand j'étais petit. La BD, ça, j'imagine pour moi, bien. c'était... Vous qui êtes scénariste, auteur, écrivain. C'était bon parce que tout simplement, pour ce qui est du dessin, je n'étais pas très fort. Je me souviens, c'est anecdotique, mais j'avais un petit garçon de 3 ans et je lui faisais des dessins. Une maison, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une maison. Un arbre. Puis je fais un cercle. Je décris un cercle, 2 petits ronds. Au tiers, je noircis. Un peu comme vos cheveux, voilà, mais vous êtes beaucoup moins rond. Ouais. Et puis un trait vertical et un horizontal. Je dis, et celui-là, qui c'est? Jean-Paul Poletti, qui est toujours son parrain. Voilà. Et c'est là où je me suis découvert une âme de dessinateur, mais ce n'est pas allé beaucoup plus loin. Alors, mais qu'est-ce qui vous a fait franchir le Rubicon? Il semble-t-il que quand on passe à la bande dessinée, on n'y revient plus. Hein. Ça sera aussi la prochaine étape, la prochaine. Eh bien, écoutez, il arrive, bon, je suis souvent invité dans des salons du livre, à Toulon, à Nice, au Diable Vauvert, et puis un beau jour, je me trouve à côté, bon, on est pratiquement au vase clos dans ces moments-là, et on rencontre des confrères, on rencontre des journalistes, etc. Et là, je tombe sur mon voisin de table, avec lequel on se met à bavarder. Et puis, il me dit, bon, je suis dessinateur, chacun dit ce qu'il fait. Et puis, il me dit, vous savez, mon éditeur cherche un scénariste pour parler de l'histoire. On fait beaucoup de l'histoire de ceci, de cela, et l'histoire de la Corse. Est-ce que ça vous intéresse? Bon, eh bien, j'ai dit oui, et puis voilà, et puis l'aventure a commencé. Et c'est comme ça que vous avez commencé à travailler avec Michel Espinosa. Avec Michel Espinosa, et puis ensuite, ce n'était pas Michel, c'était Jean-Marie Cusin, qui sera le second dessinateur. Qui sera le second dessinateur. Juste pour que l'on revienne à cette idée de la mémoire comme materia prima aussi de votre travail, scénariste, écrivain, vous aimez en tout cas traiter des sujets qui évoquent la Corse, qui évoquent l'histoire de la Corse, pour aussi mieux parler de la Corse contemporaine. Hein. C'est le dénominateur commun, qui est la mémoire. Il faut dire que là aussi, bon, j'ai vécu avec des gens qui avaient une mémoire extraordinaire. Il ne faut pas oublier qu'en Corse, nous appartenons à une civilisation de l'oralité et de la mémoire. On a qu'à voir William Berisponde qui est en train de reprendre maintenant, force et vigueur. Hein. Bon, j'ai commencé, même lorsqu'il ne s'agit pas de la Corse, il s'agit, je pense à Visa pour un bureau qu'on ne trouve plus d'ailleurs, eh bien, j'ai retrouvé, par exemple, bon, là aussi une aventure, il n'y a que les Corses assez fous pour partir dans la vallée perdue d'un pays perdu et tendre la main à un peuple dont on vient de découvrir la détresse. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois monstrueusement caricaturé les vices et les vertus de notre propre peuple. Et là, j'ai commencé à partir de... j'ai fait des sauts vers différentes strates de temps. Et ce pays, il y avait encore des locomotives à vapeur, des corbières à chevaux, il y avait des gens qui avaient une vision du monde qui était à peu près la nôtre. Et donc, c'est un jeu de miroir, d'où d'ailleurs le titre de Visa pour un miroir. Et puis voilà, puis que ce soit l'histoire, que ce soit à travers d'autres, je suis un peu touche à tout, que ce soit à travers le scénario, les films, les documentaires, etc., etc. Juste pour que l'on revienne à cette histoire qui a fait la Corse, qu'est-ce que la bande dessinée vous a permis? Je crois qu'elle va surtout permettre à des tas de gens, et particulièrement à des jeunes, de découvrir leur histoire. Et vous, en tant que créateur, que scénariste, est-ce qu'elle vous a permis d'aller plus loin, d'imaginer des choses très cinématographiques? Pas forcément, puisque déjà l'image, par elle-même, notre histoire est tellement riche et tellement extraordinaire que l'image vient, le scénario, il se fait tout seul. Instantanément. Je ne peux pas dire que j'ai éprouvé beaucoup moins de difficultés à écrire ce scénario que lorsque j'écrivais un roman de 400 pages ou un essai de 200 pages. Simplement, même le côté, les épisodes, ne serait-ce que l'épisode de Sinouzel, du juge
Giudice di Ginarca, qui avait ce titre de juge. Bon, celui-là, en plus de ce qu'il a porté la Corse, l'ordre qu'il faisait régner, il era donnaio, il aimait les femmes. C'est d'ailleurs ce qu'il a perdu. Rien que ça, c'est digne d'un bout de film. Bon, on retrouve, il poursuit de ses assiduités une veuve génoise, laquelle, se laisse désirer, et puis, un beau jour, elle lui donne un rendez-vous. Et lui, n'écoutant que son désir, il fonce vers la maison de la belle. Et là, il se fait emprisonner. Et puis, elle, en plus, chaque matin, elle ébauchait un striptease. Enfin, elle le faisait complètement. Et puis, en disant, regarde, je suis râle comme je suis belle, je ne suis pas pour les ours velus. Et puis ensuite, sa servante qui aimait les ours velus. Il y a tout cela, dans la bande dessinée. Je ne vais pas tout vous raconter. Non, mais il y a tout cela. La suite, vous l'imaginez, au détriment de la belle. Bien sûr. Voilà, donc, c'est presque du cinéma, un cinéma immobile, si vous voulez. C'est vrai. Il faut faire une version audio, Jean-Claude. Parce que vous êtes un formidable conteur, finalement. Non, mais c'est bien d'avoir la version audio avec la bande dessinée. À partir du moment où on donne la possibilité. Oui, pourquoi pas. On sait jamais. Quelquefois, il me tombe dessus des choses que je ne demande pas. Le hasard fait bien les choses. Quelquefois, il faut le croire. Plutôt bien les choses. Cette histoire qui a fait la Corse aux éditions du Cygne, Jean-Claude Rolliane, l'auteur, est mon invité. Nous avons parlé de mémoire, nous avons parlé de la Corse, nous avons parlé de cette façon dont vous avez d'appréhender notre histoire contemporaine. Vous qui êtes plein de projets, le prochain? Eh bien, écoutez, oui, évidemment. Alors, évidemment, il est bien entamé déjà le second tome. Et puis, il y a un peu ce qui serait comment je pourrais dire, la suite de Justice en Corse. La Justice en Corse a provoqué tellement de rebondissements. Et c'est un scoop, je ne vous le dirai pas tout de suite, mais il va faire mal à quelques magistrats. La lettre d'un haut fonctionnaire qui me l'a adressé. Et le jour où donc je la mettais dans ce livre, je l'inclurai dans ce livre, je crois que ça va provoquer quelques remous. Justice en Corse date de... Oui, date de 2001, me semble-t-il. 2001. Déjà, l'histoire par elle-même, authentique, est déjà assez extraordinaire. Mais la suite, elle est... autant, sinon plus. Mais je ne vous dirai rien pour l'instant. Je peux bénéficier de l'effet de surprise. Vous me direz rien, mais ni aux téléspectateurs de France 3 Corse. Surtout pas, mais ils ont la priorité. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Vous reviendrez dans cette émission pour l'évoquer. Et pourquoi pas proposer même en faire un débat. Merci beaucoup, Jean-Claude, d'avoir accepté mon invitation. Ne bougez pas. Nous allons vous proposer un débat. Vous pouvez même l'écouter en coulisses de l'émission. Ce soir, nous évoquons, comme tous les soirs, un petit peu de politique. Benoît Hamon est sorti victorieux de la primaire de la Belle Alliance populaire, autrement dit du PS, ce qui convient parfaitement à Emmanuel Macron, qui chasse sur les terres du centre-gauche, aujourd'hui orphelin. La dynamique Macron existe-t-elle en Corse? C'est le débat de votre 20h. Bonsoir messieurs. Bonsoir Philippe. C'est quand je prononce Macron. Bien sûr. Que vous arrive-t-il? Quoique, oui. Paul Tour, qui est doyen, historien, et certains diront même polémiste, très actif sur les réseaux sociaux. Et Sébastien Pisane, journaliste. Bonsoir à vous deux. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce débat. De quoi Macron est-il le candidat, les amis? Paul? Ça fait un peu peur cette photo. Oui, Macron, c'est le rêve américain franchouillard, c'est le Sarko de gauche. Donc ça présente jeune, ça présente sourire Albright, ça présente un peu nouveau, mais avec de très vieilles idées qui pour moi sont assez dangereuses. C'est le libéralisme dans son plus simple appareil. Bon, on va pas refaire son CV avec l'ENA, l'inspection des finances, le secrétariat de l'Élysée et ensuite le ministère de l'économie, fameuse loi Macron, on s'en rappellera. Donc c'est le candidat du danger pour le peuple, c'est le candidat du renouveau pour les vieux éléphants du parti et tous les pontes qui sont derrière tapis dans l'ombre comme Berger et toute la clique des Alamanque et des Alamanque, Pierre Berger qui soutiennent Emmanuel Macron. Qui soutiennent Emmanuel Macron, oui. De la retenue dans les propos de Paul ou pas? N'est-ce pas, pour la lâcher les penseurs, comme il a l'habitude de le faire. Bon, alors bien sûr qu'il y a ce côté très décomplexé sur le plan économique, mais les enquêtes d'opinion ont semblé montrer malgré tout que Macron, c'était ce candidat qui plaisait pas mal, parce que se situant... Nous allons y revenir. Qui plaisait pas mal, parce que, ce côté essayant de s'extraire de ce rapport droite-gauche, effectivement, incarnant une certaine modernité. Alors,
c'est vrai que là, la situation devient quand même particulièrement intéressante, je trouve, puisque rentrons dans le vif du débat. On a à la fois un candidat de droite excessivement affaibli, on ne sait pas exactement comment cette affaire va se terminer. François Fillon. On commence même à avoir des appels. Nous en parlions en première partie avec Julia Seraigne, l'attaché parlementaire. Tout à fait, des appels au sein de l'UMT, des gens qui commencent un petit peu vraisemblablement à penser qu'un retour de Juppé... ce ne serait pas une mauvaise idée. De l'autre côté, effectivement, Benoît Hamon, qui semble être dans une petite difficulté. Élu à 58%, problème avec son l'aile droite du Parti Socialiste. Voilà. Lui incarnant l'aile très à gauche. Alors, d'aucuns vous diront, ne s'ouvre-t-il pas une autoroute pour monsieur pour le Emmanuel projet Macron hybride. Alors, je vais demander au réalisateur François Carole de nous envoyer une citation de Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux, voilà ce qu'elle dit. Quand on a plus de 30 ans d'engagement, on a pris au sérieux la politique, qu'on a accepté de prendre des coups. On connaît la différence entre les politiques de gauche et de droite. Elle dit cela ce matin dans le journal Les Inrocks. C'est clairement une belle flèche à Emmanuel Macron. Altogénisme. Non, c'est clair qu'effectivement, il y a un gros problème avec l'aile gauche de la gauche, si tant est qu'il en reste une à peu près. Il y a moins de problèmes avec la droite. Et effectivement, c'est sûr que par rapport à tous les vieux loups de la politique, héritiers du rocardisme, alors Macron lui aussi se réclame être rocardien, il se réclame aussi de Gaulle, il se réclame de Mendes France, bientôt de Vercingétorix. Il y a un arbre généalogique qui ressemble à une forêt amazonienne politique en tout cas. Et donc effectivement, il y a un peu un mélange des genres. Et Macron, c'est ça, c'est le produit hybride, comme je le disais avant. C'est un produit américain, voilà, c'est plein de composés synthétiques et certainement nocifs, mais en tout cas en extérieur, on a l'impression qu'il y a de jolies couleurs. Il semble qu'il surfe sur une sorte d'espérance. C'est pas une espérance, c'est qu'encore une fois, on le sait, la population qui a tendance à aller vers les extrêmes, encore une fois, même si on en avait déjà parlé, qui sont des soupapes du système. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, lui, il rameute derrière lui tous les anciens tenants d'un système. Pour un mec qui a écrit un livre qui s'appelle Révolution, ça fait un peu rigoler. Alors, les amis, la question du soir, c'est existe-t-il un effet Macron en Corse ? Vous avez, avec Corse Matin, proposé un papier, Antoine Albertine, c'est lui qui était en charge de proposer cette enquête. En tout cas, il nous a montré un petit peu la galaxie Macron en Corse. Alors, l'économiste Marc Ferrach, qui fait partie de son premier cercle, tout comme Serge Auru. Le vice-président de la communauté d'agglomération de Bastia. C'est étrange. C'est étrange, Julien Morgan. C'est surprenant. C'est pas Julien Morgan, c'est François Taix. Non, mais le vice-président. Le jeune vice-président. C'est lui qui est. Là, pour le coup, on joue la gagne. J'ai envie de dire qu'on joue la gagne quand tout est perdu, quand on ne sait pas très bien où se rattacher au niveau local. On le voit avec les clans différents, successifs qui implosent, voire qui explosent. On ne sait plus très bien où se rattacher, on essaie de se trouver une légitimité nationale. Et comme tous les habitués des tiercés politiques, on essaie de jouer le cheval avec le plus de chances d'arriver. Vous êtes dans une approche quand même très dépréciative de Macron et de ceux... Alors moi, j'ai pas forcément vocation à défendre plus d'un point de vue partisan, mais je pense qu'effectivement... regardez ce qui s'est passé à gauche. Il se passe très exactement sur le plan local ce qui est en train de se passer sur le plan national. C'est-à-dire qu'on a quand même une partie du Parti socialiste, et c'est particulièrement vrai d'ailleurs en Haute-Corse, et de tous les satellites du Parti socialiste, qui aujourd'hui se retrouvent dans une terrible difficulté. Ils ont soutenu Emmanuel Valls, qui a fait d'ailleurs son meilleur score en Haute-Corse. Et aujourd'hui se pose véritablement la question de savoir comment se rattacher à un Macron, à un Hamon. Et d'ailleurs, Benoît Hamon va-t-il envoyer des signaux qui permettront à ceux qui ont soutenu Valls de se raccrocher à ce candidat qui est pourtant leur candidat légitime. Donc c'est vrai qu'on peut avoir la sensation là, d'une espèce de curieuse tectonique des plaques, mais aujourd'hui, que l'on veuille ou non, Emmanuel Macron représente peut-être une petite source d'espoir pour tous ces gens du Parti socialiste ou assimilés qui se retrouvent orphelins. Alors, depuis l'ouverture de la plateforme En Marche, la plateforme d'Emmanuel Macron, du mouvement d'Emmanuel Macron, apparemment on recense près de 500 insulaires qui ont rejoint cette démarche. Oui, alors pour l'instant, il y a une espèce de petit bruit de fond, c'est pas énorme. C'est important effectivement d'être présent. On voit notamment sur cette plateforme que je crois très prochainement, il y a un rendez-vous au Best Western de Bastia. Voilà. Il y a une campagne qui est en train de commencer à se mettre en place. Il y a quelque chose qui est doublement dangereux chez ce candidat comme d'autres. Attention, le sujet, je ne fais pas quelque chose de personnel contre Macron. Il faut bien le comprendre. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose de dangereux chez cet homme qui a déjà montré
sur un très court temps de quoi il était capable au niveau du gouvernement. Alors moi, parler de marche en avant et de progrès, même au niveau local, par rapport à la Corse et ses institutions, à la volonté d'émancipation, à la volonté aussi d'équité sociale, etc., à faire une marche en avant vers l'arrière, parce que vers le libéralisme, ça me paraît extrêmement Alors en dangereux. même temps, on ne connaît pas vraiment ces propositions. Alors, il n'y a pas de programme. Exactement. Et c'est là où est véritablement le Voilà. problème. Et je pense j'espère qu'on va assister rapidement à une montée en puissance. Parce qu'effectivement, on a besoin d'en savoir un petit peu plus sur ce programme, tant Alors, de manière on générale a des que pistes. pour la Corse en On a particulier. des pistes. Bon, sur la Corse, il parle bien sûr de refonder les départements, on parle de refaire les cartes scolaires, on parle d'assouplir les 35 heures, c'est-à-dire clairement de faire voler les acquis sociaux en éclats, on parle de reculer encore l'âge de la retraite. Enfin, c'est un programme qu'on connaît déjà. C'est l'annonce, en tout cas, d'un programme qu'on connaît déjà. Il y aura très certainement très peu de surprises dans son programme au niveau du progrès. Il y aura surtout un gros retour en arrière, je pense, vers justement cette aile droite du Parti socialiste qui est très, très libérale. Alors sur un plan local, on voit quand même des personnalités, on l'a déjà dit sur ce plateau lors de précédents débats, moi que je trouve assez intéressantes pour en tout cas un renouveau à gauche. Et je pense en particulier à monsieur Orsucci, voilà. Je pense que là on voit qu'il y a quand même une Parce qu'il porte une certaine forme de modernité, en tout cas apparente. On verra avec les propositions. On jugera sur pièce. Hein. On verra avec les propositions. Mais cette forme de modernité, ce désir Disons que d'avoir un autre candidat que ceux qui sortent du système, même si, attention, j'ai dit système, même si peut-être que Paul n'a pas tout à fait tort, est-il le fruit du système? C'est ce que Christiane Taubira dit en quelque sorte. Hein. Exactement, c'est le fruit du système. On le voit dans ses soutiens qui sont un peu gênants même pour lui. On le voit dans sa courte carrière politique, parce que c'est quand même un monsieur qui a que 39 ans, qui souhaite être président de la République, d'une des plus vieilles nations d'Europe. Ça, c'est pas non plus... Des plus vieilles nations d'Europe, qui reste quand même malgré tout. C'est plutôt bon signe en termes de démocratie. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est sur un moment charnière, parce que c'est sûr qu'il risque malgré lui de prendre un côté système, si on voit énormément de socialistes rallier sa cause. Hein. La chaloupe risque de pencher à gauche, et ça, c'est vrai que ça peut faire du mal. On a eu le même problème en Grèce avec Tsipras. On croyait, les Grecs pensaient réellement que c'était une alternative. Bon, c'était très marqué gauche, voire presque, soit dans le discours en tout cas révolutionnaire. Il y avait un espoir de gauche, de renouveau, etc., qui s'est très vite effondré une fois l'accession au pouvoir. On en parlera peut-être dans le débat, mais je pense que ça a été un bon bouclier. Voilà, mais on en parlera lundi d'ailleurs, je le dis aux téléspectateurs de Mais quoi qu'il en soit, le danger, c'est effectivement de voter l'étiquette du tout neuf tout beau. Ouais. Parce que derrière, souvent... on est loin du compte. Alors, ces fameuses 40 secondes que vous connaissez si bien, les amis, la question, existe-t-il un effet Macron en Corse? Sébastien, c'est avec vous que je commence. Je pense qu'il se passe quelque chose en Corse. C'était vrai déjà avant le résultat du deuxième tour des primaires de la Belle Alliance. Je crois que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Et peut-être encore un petit peu plus en Haute-Corse qu'en Corse du Sud. On a notamment une secrétaire départementale, Emmanuelle De Gentili, qui a vraiment mis à fond sur la candidature Valls, avec elle tout un tas de gens qui aujourd'hui se retrouvent sans doute un peu orphelins. Macron peut être effectivement une piste, c'est pas pour autant que tout le monde va se jeter dans les bras de Macron. En tout cas, voilà, il y a une dynamique qui est en train, je crois, de se créer, qui va peut-être pimenter un peu d'ailleurs sur un plan local cette future élection présidentielle. Une dynamique qui prend sa source en Haute-Corse, surtout du côté de Bastia. Paul, même question. Donc effectivement, il y a une dynamique. Bon, déjà parce que effectivement, il y a toujours des militants socialistes qui sont très actifs et au niveau politique en Haute-Corse. Donc effectivement, il y a une implication dans le processus des primaires de gauche et de la gauche en général qui est plus important. Maintenant, Valls, on l'a vu sur le sujet de la Corse, pour parler d'un échelon très local, c'est une catastrophe. Macron, je ne pense pas que ce soit mieux. S'il fallait jouer quelque chose de plus sincère, je dirais plutôt Hamon. Mais pour l'instant, effectivement, les choix politiques ne se font pas dans ce sens-là. C'est peut-être le choix de la gagne et le choix aussi du réunificateur d'une forme de gauche. Maintenant, moi, je ne l'appellerai pas la gauche parce qu'elle est très loin de l'idéologie de gauche. Si certains s'y retrouvent, tant mieux. Moi, je n'y retrouve pas du tout mon compte. On est plus dans le libéralisme, voire le néolibéralisme. Ou comme le dit Benoît Hamon, le candidat clignotant. Exactement. Gauche, droite, centre. Et dangereux, on ne sait pas où il va tourner. Juste pour une petite précision sur ces députés qui ont tendance, des députés de gauche proches d'Emmanuel Valls, qui ont le désir d'aller avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui, Emmanuel Valls a demandé à ses équipes de rester unis à gauche, même si lui ne sera pas à l'investiture de Benoît Hamon. Tout à fait. Donc entre les messages et ce que l'on doit faire, il y a souvent de grandes différences. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débattu sur ce sujet, sur la comète ou pas.
Emmanuel Macron, notamment en Corse. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h.